On reste du côté de l'Ukraine, de la Russie, les Occidentaux, donc qui ne donnent pas leur feu vert, vous le savez, à l'utilisation de leurs armes sur le sol russe, de crainte que le conflit en Ukraine ne dégénère, de crainte de cette fameuse escalade. Mais on se demande cet après-midi dans le club si cette escalade n'a pas déjà commencé. On assiste à une multitude de petits incidents depuis quelques temps. On continue d'en parler avec Magali Barthès et le général François Chevancy, toujours autour de la table. Et Laura Pougène nous a rejoint. Laura, parce qu'il y a un dernier incident en date, c'est Kiev qui le dit. Moscou a frappé hier un navire céréalier qui se trouvait en zone roumaine. Que sait-on, Laura ? C'est Volodymyr Zelensky, en effet, qui l'a annoncé le premier hier sur ses réseaux, photos à l'appui. La Russie a lancé une frappe contre un navire civil ordinaire en mer Noire, juste après qu'il eut quitté les eaux territoriales ukrainiennes. Le président a précisé que ce navire transportait une cargaison de blé et qu'il se rendait en Égypte. Les forces navales ukrainiennes ont également donné des informations. Il s'agissait d'un cargo prénommé Aya, battant pavillon d'un État des Caraïbes, qui était parti de ce port de Tchornomorsk, ici, dans la région d'Odessa. La frappe aurait été effectuée avec des missiles de croisière lancés à partir d'avions soviétiques Tupolev 22. Mais ce sont les médias qui ont fourni l'information la plus notable. Selon la BBC, le cargo se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie au moment de l'attaque. D'après le correspondant de l'agence dans la région, il était à 50 km environ du port romain de Stanford, George. Ici, il serait ensuite parvenu à maintenir son cap pour gagner Constanta, un port roumain. Alors, d'où cette question, Laura. Est-ce que la zone économique exclusive de la Roumanie est un territoire roumain ? Non, Magali. Il y a, vous allez voir mon schéma, les eaux territoriales, la surface sur laquelle un pays a autorité. Et derrière, avant les eaux internationales, la zone économique exclusive, qui est économique, avant tout économique. Le pays qui est détenteur, qui en est le détenteur, est le seul à pouvoir exploiter ses richesses. Que se passe-t-il alors si elle est attaquée ? J'ai posé la question à l'amiral Olagaray, qui m'a répondu: dans le cas qui nous occupe, la zone économique exclusive roumaine n'est pas une possession de nature suffisante pour dire la Russie a attaqué mon territoire. Et il a ajouté aux Roumains et à l'OTAN de fixer leur ligne rouge, mais ils n'ont rien dit pour le drone. Il est donc peu probable qu'ils disent quoi que ce soit. Il faisait référence, souvenez-vous, aux drones russes dont des fragments ont été retrouvés dimanche dernier à Periprava, un village qui lui est bien incontestablement sur le territoire roumain. Effectivement, Laura, il ne s'était pas passé grand-chose. On vous retrouvera tout à l'heure pour un autre incident, mais là, ce sont les Russes qui accusent. D'abord, on va analyser ce qui s'est passé. Effectivement, la Roumanie n'avait pas réagi. Elle va sans doute pas réagir, même si dans les mots, c'est assez ferme. Regardez ce que dit le ministère roumain des Affaires étrangères. Cet événement représente une escalade sans précédent de la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Attaquer délibérément un cargo constitue une grave violation des normes juridiques internationales humanitaires régissant la conduite de la guerre en mer. Au-delà des mots, il ne se passera pas grand-chose ? Non, mais on voit à quel point c'est un jeu extrêmement dangereux, parce qu'en fait, on a un Vladimir Poutine qui vient tester les limites de l'OTAN en permanence, qui vient tester notre propre détermination. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a ce drone qui s'écrase en Roumanie, ce drone aussi, ce drone russe, mais d'origine iranienne, en Lettonie, qui s'écrase en Lettonie, un drone Shahid qui s'écrase sur le territoire de l'OTAN. Bon, il n'y a pas de réaction. Donc c'est vrai que là, on va encore à un nouveau stade de provocation, parce que c'est un navire céréalier qui est à destination des pays africains, qui passe dans la zone économique exclusive. Alors c'est pas les eaux territoriales, mais enfin on joue avec le feu, évidemment, mais c'est fait exprès. C'est une façon vraiment de tester notre détermination. Alors il le fait quand même assez régulièrement depuis le début de la guerre. C'est qu'on a déjà vu d'autres drones survoler, à peine effleurer le territoire de l'OTAN. Mais là, on a l'impression quand même d'une multiplication des incidents, ce qui montre une volonté de tester qui est certainement plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Il y a vraiment une volonté aussi d'intimider les Occidentaux, d'intimider l'OTAN. Et encore une fois, c'est un jeu extrêmement dangereux. Effectivement. Alors, il y a ce drone Shahid
Donc en Lettonie, il y a les drones russes dans des espaces aériens de 4 pays de l'OTAN. Il y a des chasseurs russes qui ont violé l'espace aérien de la Suède. Il y a un drone américain qui a été détruit en mer Noire. Il y a cet épisode donc de ce cargo tout proche de la Roumanie. Vous êtes d'accord avec Magali? On teste les Occidentaux là de la part des Russes. Autant le drone, le Shahed, bon, à la limite, on pourrait comprendre qu'il y a une erreur de trajectoire. Autant l'attaque sur un navire, c'est complètement différent, parce que c'est un missile de croisière. Le missile de croisière on lui dit d'aller, sans aucun doute. Quand des avions russes franchissent l'espace aérien d'un pays de l'OTAN, c'est volontaire, c'est pas une erreur de topographie. Donc c'est vraiment le thème. Ça se fait depuis des années. Mais on voit bien plutôt indirectement ce que ça veut dire du côté de l'OTAN. On ne se battra pas pour un petit, entre guillemets, fait divers sur un théâtre d'opération. On ne considère pas ça comme une agression suffisamment grave pour justifier la mise en alerte de l'ensemble des capacités otaniennes. Donc on est bien dans ce refus de l'engrenage, ce refus de l'escalade. Et en fait, mais vous avez un exemple qui s'est passé en 2015, on le cite souvent, entre la Turquie et la Russie. Cet avion russe qui s'est fait abattre par la Turquie, on aurait pu croire qu'il y a une guerre entre les deux. Eh bien non. Bon, on a perdu 2 pilotes, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Donc il y a quand même une maîtrise, je dirais, de l'escalade, d'un côté la provocation. La Russie, pardon. Alors, que cherche la Russie? Parce que c'est bien gentil de provoquer comme ça par des petites piques, mais... La provocation, je pense que c'est peut-être pour essayer de nous mettre en faute à un moment donné et finalement mieux construire le discours en politique intérieure en Russie. C'est pas vis-à-vis de nous, parce que je vois pas comment la Russie pourrait gagner contre l'OTAN demain. Honnêtement, c'est pas qu'on est les plus forts, mais quand même on est les plus nombreux. C'est là qu'on a le plus d'argent. On a quand même les États-Unis quand même dans l'ensemble. Ça fait quand même un gros morceau. Oui. Voilà. Donc c'est de la provocation. C'est aussi une manière peut-être de nous agacer. C'est peut-être aussi agacer Zelensky, finalement. Eh bien, je viens titiller l'OTAN, vous n'arrêtez pas de parler de l'OTAN, mais l'OTAN ne viendra pas vous aider. Ouais. Donc on est dans le discours général, finalement, de stratégie de communication qui permet de dire, vous voyez, je peux tester, je peux donner des petits coups d'aiguille comme ceci, mais vous voyez bien, monsieur Zelensky, vous êtes tout seul face à nous et ils ne viendront pas vous aider. Ah ouais. Oui, ça peut être vu comme ça aussi. Ouais. Moi, je crois qu'il y a aussi, je rajouterais, une volonté de diviser les Occidentaux, les membres de l'OTAN. À chaque fois qu'il y a un sommet de l'OTAN, on a un exercice d'unité des alliés pour dire que, évidemment, on a cette même détermination à défendre l'Ukraine. Mais ce qu'on voit là, en ce moment, alors que Poutine teste, en effet, le flanc oriental, c'est qu'il y a des pays qui sont en première ligne du côté de l'OTAN. Je pense à la Pologne, aux États baltes, à la Roumanie, qui voudraient qu'il y ait plus de soutien, justement, du côté des Occidentaux, parce qu'eux ont véritablement peur de ce qui pourrait se passer, n'osent pas y aller seuls. Et ils voient quand même qu'il y a... En tous les cas, c'est ce qui ressort des déclarations, je pense notamment aux Polonais, qu'il y a assez peu de répondants du côté des autres alliés de l'OTAN pour voler à leur secours. Les Polonais, par exemple, sont les premiers à dire « mais oui, il faudrait qu'on puisse utiliser nos armes antimissiles, notre bouclier aérien à nous, pour aller un peu plus loin du côté de l'Ukraine et quand même arrêter les missiles, les drones qui sont sur le territoire ukrainien. » Mais on voit bien qu'ils veulent pas y aller tout seuls. Ils veulent que, évidemment, il y a un bloc de l'OTAN. Or là, ce bloc de l'OTAN, on le voit pas vraiment. Et peut-être que cette volonté de tester justement notre détermination, c'est montrer quand même aux Occidentaux à quel point ils sont divisés et faire comprendre à Zelensky, en effet, qu'il n'a pas un soutien qui est complètement unanime. Donc il y a aussi une question certainement de psychologie dans cette volonté de flirter en permanence avec les lignes. D'un autre côté, on le disait tout à l'heure, les États de l'OTAN, à titre national, peuvent très bien interdire tout survol étranger, donc russe, au-dessus de leur territoire et détruire un drone ou un missile. Ils ne le font pas non plus. Alors la question, avec quoi? Est-ce qu'ils ont du matériel typiquement polonais, pour parler des Polonais, ou est-ce encore du matériel américain soumis à l'autorisation américaine de réagir? C'est une question qu'on pourrait poser, mais je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse, parce que j'aime bien vos questions où souvent vous avez des réponses. Mais alors, du côté des Russes, on accuse aussi, Laura est toujours avec nous, donc selon les Russes, un drone aurait été lancé sur le pays depuis un pays de l'OTAN. Alors d'où vient cette information exactement, Laura? C'est le site russe MASH qui l'affirme. Très repris sur les réseaux, des drones abattus dans la région de Mourmansk ont été lancés depuis la Finlande. Première affirmation, des drones ont été abattus dans la région de Mourmansk. Elle vient en réalité du gouverneur local Andrei Chibis qui a annoncé sur Telegram mercredi que 3 drones avaient été abattus dans sa région de Mourmansk, perturbant le fonctionnement
de l'aéroport. Depuis mercredi également, une vidéo circule sur les réseaux montrant la ville de Mourmansk en pleine alerte à l'attaque aérienne. Écoutez. Une attaque de drone sur Mourmansk, cela semble donc plausible. Deuxième affirmation maintenant. Ces drones ont été lancés depuis la Finlande. Voici une carte pour situer la région de Mourmansk dans l'Arctique russe et plus précisément la base aérienne d'Olenia qui selon le site MASH était la cible de l'attaque. Si on calcule, on voit qu'elle est à plus de 1800 km de la frontière ukrainienne mais beaucoup plus près en effet de celle de la Finlande. Est-ce un argument suffisant ? À l'évidence, non. J'ai contacté le spécialiste en armement Marc Chassillan pour lui demander si un drone pouvait parcourir ces 1800 km. C'est techniquement possible, m'a-t-il répondu. Et même réponse pour l'expert aéronautique Xavier Titelman. Les drones ukrainiens peuvent aller jusqu'à 2500 km. Rien d'exceptionnel. Merci beaucoup, Laura. Là aussi, on est dans... Terminé ? Pardon Laura, c'est pas tout à fait terminé. Mais oui, pardon. Les Russes avaient d'autres arguments. Parce que je voulais rebondir sur Xavier Titelman, ça m'intéressait. D'abord, dites-nous que les Russes ont d'autres arguments, forcément. Et oui, ils ont d'autres arguments qu'il faut aussi étudier. Pour appuyer ses propos, ses affirmations, le site MASH affirme qu'il a identifié 2 vols de reconnaissance effectués par des avions de l'OTAN, dit-il, à la frontière finlandaise. Vous voyez, c'est très peu de temps auparavant. Là non plus, ce n'est pas un argument probant pour Xavier Titelman que je cite encore. Ce n'est pas parce que les Finlandais font leur travail de protection de la frontière que c'est pour préparer une attaque. Enfin, le site MASH affirme que ce sont des drones A-22 qui ont été lancés vers la région de Mourmansk. Les drones A-22, en voici un modèle, ce sont en réalité des ULM, petits avions civils transformés en avions sans pilote. Or, ce sont les Ukrainiens qui ont mis en place cette transformation. C'est leur technologie. Résumé de Xavier Titelman, soit l'armée finlandaise est impliquée et elle pouvait lancer un vrai missile depuis ses avions, soit c'est une opération clandestine ukrainienne avec des A-22. Il faut choisir, le mélange nuit à la crédibilité. Oui, forcément. Merci beaucoup, Laura. Et pardon, parce que Xavier Titelman, ça m'interpellait, donc je voulais tout de suite réagir dessus. Vous en aviez encore plus, finalement. Exactement. Mais merci beaucoup, Laura. Xavier Titelman, qui était un peu en colère sur son compte X hier soir, en accusant justement, après toutes ces provocations russes sur le sol occidental, en disant, il y a un moment donné, il faut faire preuve de fermeté face à ce régime. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Mais dans le cas de ces... Toutes les provocations dont on parlait tout à l'heure... parce que là, derrière cas, c'est pas ça. Non, voilà, là, donc, c'est pas ça. Oui, provocation, oui, on peut y réagir, à condition qu'on est prêt à prendre un fusil et aller se battre sur le terrain. On peut toujours dire oui, allons-y les petits gars, surtout allez-y, pas moi. Voilà, donc je crois qu'il faut être raisonnable. Nous sommes dans une situation où on ne veut pas rentrer dans la provocation, on voit qu'il y a une provocation, oui, mais on ne veut pas rentrer en guerre et on fera tout pour ne pas y aller. Alors effectivement, ça énerve, ça je comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'il y a un drone, un missile, une attaque, que ça doit justifier une guerre qui peut s'appeler mondiale. Oui, mais est-ce qu'on est dans l'escalade pour vous là ? On y est ? Non, on est dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu mon idée de la journée, c'est qu'en fait c'est l'agacement provoqué par Poutine. Il cherche à agacer Zelensky et de lui montrer que les États de l'OTAN ne viendront pas l'aider. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut par des petites provocations qui n'ont pas beaucoup d'effet quand on regarde bien, mais dont on parle beaucoup, et qui montrent que finalement l'OTAN ne remue pas. Donc on peut comprendre que Titelman dise oui, on ne fait rien et tout, mais on ne veut pas faire la guerre. Et de l'autre côté, Poutine l'a parfaitement compris. Et donc, il montre justement qu'on ne veut pas faire la guerre, mais il ne le montre pas qu'à nous. Il le montre aussi au président Zelensky, et qui, en permanence, toujours demande quelque chose à l'OTAN.